Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Désolé pour les 5 petites minutes de retard qui sont dues à des aléas techniques, évidemment. C'est assez régulièrement le cas, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais on est là, c'est l'essentiel. Vincent Rittner, Sandrine Duvoisin des Retraites Populaires et donc de Romand d'énergie. On est là pour parler ensemble de pas mal de choses et notamment de l'impact de la crise énergétique sur nos logements respectifs. On va aborder évidemment la question de la rénovation des bâtiments, mais aussi la question du financement de ces rénovations, les erreurs à ne pas commettre dans l'un comme dans l'autre. Pour commencer, on va s'attarder un moment sur un point de situation, sur la situation énergétique actuelle, justement. Où en est-on de ce risque de pénurie? Maintenant, on est bien au cœur de l'hiver. On nous avait promis un hiver cataclysmique. Est-ce qu'il va arriver? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et puis, pourquoi est-il toujours aussi important de penser rénovation? Et une fois qu'on a pensé rénovation, bien, par quoi on commence et comment on finance tout ça? Alors, avec nous aujourd'hui, on a deux experts. On a d'un côté Sandrine Duvoisin, qui est responsable du service client privé chez Retraite Populaire, qui va parler de la question, bien sûr, un petit peu plus du financement des projets d'achat et de rénovation. Et puis, celui qui va débuter, c'est Vincent Rittner, qui est responsable clientèle résidentielle chez Romand d'énergie et qui reviendra sur les leviers d'action pour limiter l'impact de la crise énergétique sur votre logement. On devrait avoir à peu près une trentaine de minutes de présentation pendant lesquelles vous pourrez évidemment poser toutes vos questions dans le chat, la partie qui s'appelle questions en bas à droite de votre écran. Vous pourrez voter aussi sur ces questions pour décider lesquelles doivent être répondues en premier, puisqu'on en prendra quelques-unes à la fin de ce webinaire, pendant une quinzaine de minutes environ, en fonction des questions que vous avez à poser. Et puis, on va aussi agrémenter ce webinaire avec quelques rapides sondages au fil du webinaire. Normalement, ça devrait apparaître assez clairement et on va d'ailleurs faire le test dans quelques instants. Juste encore une dernière chose, vous dire que le webinaire est enregistré et que le replay sera disponible directement à la fin du webinaire, toujours sur le même lien. Donc, vous utilisez le même lien que ce que vous avez fait pour vous connecter. Vous pourrez avoir toutes les réponses aux questions qui ont été posées par écrit. Et puis, évidemment, toutes celles qui ont été répondues par oral, comme les présentations, ça sera dans la vidéo de ce webinaire. Je propose de commencer de faire le test, puisqu'on a déjà eu un problème technique. On n'est pas à l'abri d'en avoir un deuxième. Alors, tentons-le tout de go. On va tester un sondage, voir si ça s'affiche bien. Peut-être histoire de se mettre un petit peu en jambes, un sondage sur la consommation d'énergie en Suisse. Alors, je vais publier ce sondage et normalement, il devrait apparaître. Je ne sais pas si Vincent ou Sandrine, quelqu'un peut me dire si vous le voyez bien apparaître, ce sondage déjà. C'est tout bon, merci Martin. Ok, donc on vous laisse un petit moment pour voter. Qui consomme le plus d'énergie en Suisse? Est-ce que ce sont les industries? Est-ce que ce sont les ménages? Est-ce que c'est l'agriculture, les services, les transports? Vous avez votre idée. Les résultats devraient apparaître. Donc là, on voit pour le moment, il y a une majorité de réponses qui se tournent vers l'industrie. On ne donne pas encore la bonne réponse pour le moment. On la découvrira au fil de la présentation de Vincent Rittner normalement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous mettez en 1 l'industrie, en 2 les ménages, en 3 les transports, assez largement devant le reste. Je vous propose de passer peut-être tout de suite à un deuxième sondage sur ce domaine, comme ça on rentre vraiment dans le vif du sujet. Quel est le plus gros point de déperdition de chaleur dans un bâtiment? Est-ce que c'est le toit, les fenêtres, les murs? Je laisse quelques petites secondes pour les votes. Et puis, on va juste garder ça en tête pour voir si ça fonctionne comme il faut au niveau des réponses. Donc, le toit qui a l'air de prendre les devant les fenêtres et les murs. Voilà. Juste gardons ça en tête. On va garder ça en tête et je vais laisser maintenant Vincent Rittner présenter un petit peu ce qu'il a à dire au niveau de la crise énergétique et peut-être, je l'espère, répondre un peu à ces questions pour vous donner les bonnes réponses. Super, merci Martin pour cette introduction. Bonjour à tous. Je remercie également aux Retraites Populaires d'être là. C'est avec plaisir qu'on partage ça. Donc bienvenue Sandrine. Donc voilà, moi je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes un peu de la partie un peu plus énergie.
faire un petit retour sur ce qui a fait les grandes lignes de l'actualité cet automne et cet hiver, donc de la crise énergétique et du risque de pénurie, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on peut faire après sur notre logement, qu'est-ce qu'on peut faire chacun en tant qu'individu pour aller de l'avant et puis pour adresser le sujet de la transition énergétique de notre logement. Donc, en commençant un peu sur la situation qu'on a tous vécue cet automne et cet hiver, où en est-on? Où en sommes-nous? Donc, on a effectivement une urgence climatique qui est de plus en plus marquée. Qui est de plus en plus marquée. Et voilà, on observe une hausse de la température qui est clairement, qui provient clairement des facteurs humains. Et donc, on doit vraiment faire quelque chose. On a une situation donc, on savait qu'on devait faire des actions, mais en 2022, on a eu une situation tout à fait particulière, principalement parce que la Suisse, qui est dépendante de l'étranger, a tout d'un coup s'est retrouvée dans une situation un peu nouvelle. Donc, en partie parce qu'une grande partie de l'électricité que la Suisse importe en hiver vient de France, et que le parc de nucléaire français est en partie à l'arrêt. Ensuite, parce que l'Europe dépend du gaz principalement russe, à peu près 30-35% du gaz russe, du gaz européen en 2021 venait de Russie, et il y a quasiment plus de gaz en 2022, ce qui a forcé l'Allemagne à diminuer sa production aussi électrique. Et puis, la Suisse, elle se retrouve en 2022-2023 assez isolée de ses partenaires européens parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'accord cadre, et du coup, toutes les discussions bilatérales sur l'électricité se sont aussi arrêtées. Donc, on est dans un contexte compliqué, difficile. L'année 2022 a été plus chaude que toutes les autres. Il y a eu peu d'intempéries, donc les installations photovoltaïques n'ont jamais autant produit, mais malheureusement, il y a eu peu d'eau, donc les barrages, qui sont une des grandes sources de production d'électricité en Suisse, sont également à un niveau assez faible. Et donc, c'est un peu la conjonction de toutes ces mesures qui ont fait qu'on était dans l'incertitude si oui ou non, cet hiver, quand il ferait principalement froid, donc quand nos chauffages tourneront pleinement, si on aurait à tout moment de l'hiver suffisamment d'électricité. Et c'est de la boule de cristal, personne ne le savait. Aujourd'hui, on est plutôt rassuré. Il semblerait que l'hiver était plutôt doux quand même. Et donc, on devrait pouvoir passer l'hiver sans trop de problèmes. On a aussi eu la chance de pouvoir constituer des stocks, notamment aussi de gaz, qui ont permis de passer l'hiver. Par contre, on est dans une situation qui va se répéter, en tout cas l'hiver prochain, et probablement les prochains hivers sur les 2-3 prochaines années. Donc, on ne peut pas encore crier victoire, et il faudra qu'on continue à être vigilant. Tout le monde a peut-être entendu parler du plan austral de la Confédération. Donc, la Confédération a la responsabilité de mettre en place des mesures si la production d'électricité venait à ne plus suffire pour que tout le monde puisse consommer comme il le souhaite. Le premier niveau, le niveau dans lequel on est entré cet automne, c'est qu'il faut déjà que chacun prévoit ou essaye d'être un peu plus sensible à ce qu'il fait et essaye de réduire sa consommation là où il peut. C'est simplement sensibiliser qu'il y a plein de gestes qui permettent déjà de réduire sa consommation. Le deuxième niveau, c'est on arrive déjà à une interdiction de certains appareils, que par exemple on ne peut plus utiliser de sauna ou on ne peut plus utiliser de certains types d'installations. Donc on n'est pas entré dans ce niveau cet hiver. Il semblerait qu'on ne risque pas d'y arriver, même s'il faut toujours parler avec une précaution là. Le troisième niveau de ce plan austral, si ça ne suffit toujours pas pour équilibrer la production d'électricité par rapport à la consommation, c'est de demander aux entreprises de contingenter leur consommation. Donc, ça veut dire que les entreprises seront forcées de consommer un certain pourcentage de moins que ce qu'ils consommaient l'année d'avant. On parle en général de 10, 20, 30%, ça peut aller jusqu'à 50%. Et si ça ne suffit pas, si la baisse de la consommation de l'industrie ne suffit pas,
eh bien, la Confédération sera obligée de demander au réseau, aux gestionnaires de réseaux électriques comme Romand d'énergie, mais comme les 600 autres GRD en Suisse, de délester. Donc, ça veut dire qu'ils vont planifier des coupures d'électricité à différents endroits du réseau, pas tout le réseau en même temps, mais voilà, jusqu'à un maximum 50% du réseau en même temps. Et c'est des alternances de 4 heures ou 8 heures en fonction du niveau de gravité. Donc ça, c'est le plan de la Confédération. Heureusement, on n'y est pas. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut éviter ce risque. Donc voilà, on a tous un rôle à jouer. Les ménages, surtout aussi, parce qu'on voit ici que finalement, une grande partie de la consommation d'électricité en Suisse est également pour les ménages, avec 34,6%. Donc c'est vraiment là le plus gros consommateur d'électricité dans les catégories. Où est-ce que les ménages consomment cette fois de l'énergie, et si on pense où est-ce qu'il y a en quoi est-ce que les ménages dépendent sur les énergies fossiles, qui est aussi là où il y a une pénurie, hein, c'est là, le graphique, il montre l'empreinte de gaz à effet de serre d'un ménage. Eh bien, les énergies fossiles qui sont importées de l'étranger, c'est principalement dans les transports avec les carburants, dans le logement aussi pour le carburant comme le gaz naturel ou le mazout, et puis dans l'alimentation. Donc on voit que à nouveau, les ménages ont notamment sur le logement et les transports un gros rôle à jouer. Et puis donc du coup, c'est là où ça nous mène à notre sujet un peu du jour, l'habitat. Comment est-ce qu'on peut faire notre effort individuel à ce niveau? Donc déjà, si on reprend un peu nos niveaux astrales, chacun peut jouer un rôle avec les bons gestes. On n'est pas obligé d'investir directement pour pouvoir contribuer. Il faut savoir que 1 degré de différence sur son thermostat de chauffage permet déjà d'économiser 6% d'énergie. Donc si on dit qu'il manque peut-être 10-20% de gaz naturel l'hiver prochain, et bien, si chacun qui chauffe au gaz baisse son chauffage de 2 degrés, ça permet déjà en fait d'économiser sur la même période 12%. Donc c'est énorme. Ensuite, on utilise les chauffages, nos chaudières pour produire de l'eau chaude sanitaire. Là, la durée de la douche et la température de l'eau vont influencer. Donc ceux qui pensent normal de prendre des douches de 20-30 minutes, peut-être que c'est bon de se rappeler que si on arrive à économiser un peu la durée à ce niveau-là, ça peut contribuer à l'effort collectif et à vivre, à vivre avec le bon niveau d'énergie. Les appareils électroménagers ont également leur contribution. C'est 7 à 10%. Voilà, on voit aussi les chiffres. Un réfrigérateur, c'est 10% de la consommation. S'il est mal dégivré, mal nettoyé, ça consomme plus. S'il est vieux, s'il est trop froid, c'est tous des points qui jouent un rôle. Et puis, par exemple, aussi les appareils électroniques qui sont toujours en stand-by ou les ampoules, ça joue aussi un rôle. Au-delà des gestes, on peut après aller justement dans les travaux d'investissement. Donc, on parlait d'isolation. Effectivement, les toitures, les façades, les fenêtres, ça joue un grand rôle pour moins avoir besoin de chauffer son logement. Donc ça, c'est l'enveloppe. On commence à avoir un bâtiment plus efficace en énergie. On peut ensuite remplacer sa chaudière par un système renouvelable. On y viendra un peu plus en détail après sur la pompe à chaleur. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, pour 1 kWh d'électricité qu'on met, ça va faire 3 kWh à 4 kWh de chauffage. Donc on est 3 à 4 fois plus efficace que quand on brûle du mazout ou du gaz naturel. Et donc là, on réduit aussi notre consommation d'énergie globale sur le pays et notre dépendance par rapport à des sources étrangères. Et puis après, les installations solaires, aussi bien photovoltaïques que thermiques, ça va aussi nous permettre de pas forcément être plus durable, mais d'avoir une source supplémentaire d'énergie interne qui est présente. Donc, par où commencer? Des fois, c'est difficile aussi de savoir comment est-ce qu'on va de l'avant sur le logement. Donc, nous, en Romand d'énergie, on met souvent en avant le CECB, le CECB+, notamment, qui est un audit énergétique du bâtiment, qui est un certificat qui donne une lettre à la fin d'efficacité énergétique, comme un frigo. Ça va vous donner une lettre A, B, C, D, E, F.
Et c'est souvent un bon point de départ si on ne sait pas trop par où commencer pour améliorer l'efficacité énergétique de son bâtiment. Donc c'est en plus subventionné, donc un CECB coûte environ entre 2000 et 2500 francs, un CECB+, ça dépend du prestataire, et le canton, pour une maison individuelle, va subventionner ça à hauteur de 1000 francs, et ça permettra d'avoir déjà des actions très concrètes que l'on peut entreprendre pour améliorer son logement. L'étape d'après, c'est quand même de réfléchir au chauffage. Alors, pour autant qu'on ait une isolation déjà suffisamment bonne, on parle en général d'une classe E au minimum, ça devient intéressant en général comme mesure d'assainissement énergétique de remplacer son chauffage à gaz ou à mazout par une pompe à chaleur si on est en dessous d'une certaine altitude, en général on en dit en dessous de 1200 mètres, ou par un chauffage à pellet ou à bois qui peut aussi être efficace en fonction des régions ou des situations. On voit qu'en Suisse, il y a encore énormément de chauffage à gaz ou à mazout et qu'il y a un gros effort à faire à ce niveau-là. Alors c'est sûr que la pompe à chaleur, il y en existe aussi deux types. Il faut savoir qu'il existe des pompes à chaleur air-eau, donc elles prennent leur énergie de l'air. C'est un compresseur qui prend l'air extérieur et qui va le comprimer pour réchauffer de l'eau qu'on va faire circuler dans le circuit hydraulique de la maison. C'est le premier niveau. En général, il faut prévoir un budget d'environ 40-45 000 francs. Et il y a des subventions dans le canton de Vaud à hauteur de 5 000 francs pour un tel projet, pour autant que notre système hydraulique soit présent. Les propriétaires de chauffage électrique, la subvention est un peu plus importante. Et il existe des pompes à chaleur géothermiques, où là, on ira chercher la chaleur dans le sol avec une sonde géothermique. Donc, on va faire un sondage, on va faire un grand trou, on va aller en profondeur, chercher la chaleur de la terre qui va, elle, être redistribuée à nouveau au système hydraulique de la maison. Et là, il faut compter un peu plus, il faut plutôt compter un budget de 65 000 francs, mais le canton subventionne ça à hauteur de 15 000 francs. Donc, en fonction des situations, en fonction de la place qu'on a autour de notre bâtiment, voilà, il faut savoir qu'il existe ces deux solutions. Vous pouvez retrouver sur Roman d'énergie nos livres blancs qui expliquent ça et effectivement des détails aussi pour aller plus loin sur ce domaine. L'autre point qu'on encourage, c'est les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, ça permet vraiment aussi d'encourager chacun à produire sa propre électricité. C'est déjà avantageux parce que ça nous permet dans notre foyer d'avoir une électricité meilleur marché produite sur son toit. C'est le meilleur marché de produire de l'électricité avec un panneau photovoltaïque que de l'acheter directement du réseau. Et puis, ça permet d'injecter le surplus qu'on n'arrive pas à consommer soi-même sur le réseau et également de contribuer à la production d'électricité globale du pays. Donc là aussi, comme pour la pompe à chaleur, vous pouvez retrouver sur notre site internet des informations, des livres blancs, on peut même avoir un devis qui estimera déjà le prix d'une installation. Donc ensuite, ce que je dirais comme indispensable pour réussir un projet de rénovation, c'est toujours très important de vérifier les subventions disponibles avant le début des travaux. Il existe des subventions cantonales, il existe aussi des subventions communales. En fonction du type de subvention, il faudra avoir fait des démarches avant de commencer les travaux. Et typiquement, si on a déjà commencé les travaux, les subventions cantonales ne sont plus éligibles. Typiquement, sur une pompe à chaleur, on parle de 15 000 francs sur une géothermie. Donc là, c'est bien important de déjà avoir fait son CECB avant, de faire une demande de subvention avant de commencer les travaux. On peut déjà signer une offre, mais avant de commencer les travaux, il faut faire la demande de subvention, attendre qu'elle soit validée, et après, on peut faire les travaux. Le canton est très strict à ce niveau-là, et donc c'est important de respecter cet ordre. Et puis, le deuxième point, c'est de trouver le bon partenaire. Chaque projet a ses particularités. On touche à votre habitat, vous avez différentes situations, il y a des choses qu'on aimerait inclure ou pas. Et donc, c'est important de s'entourer d'un professionnel qui peut bien suivre votre projet, bien spécifier ce que vous attendez dans l'offre. Voilà. Et là aussi, Roman d'énergie, on peut vous soutenir, on peut vous proposer des solutions à ce niveau-là.
Donc voilà, pour aller plus loin, en plus de ce que vous trouvez sur le site Remond d'énergie, qui peut aussi vous donner encore des conseils sur comment économiser, il y a également la Confédération qui a un programme sur le gaspillage et qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis, donc voilà, nous sommes à votre disposition. Je vois qu'il y a déjà des questions. Je me tourne vers notre modérateur pour savoir à quel moment est-ce qu'on adresse les questions. Alors, les questions, je propose qu'on les fasse un petit peu toutes à la fin, comme ça on aura le temps de bien parler à tous, de répondre à tout ça. Vincent, ça te laisse aussi l'occasion de t'imprégner de ces questions et de trouver les réponses pour tout à l'heure. Merci pour cette présentation et ce point un peu de situation au niveau de la rénovation. Et donc, qui dit rénovation? Évidemment, on a vu, hein, c'est quand même des montants engagés qui peuvent être parfois importants malgré les subventions. Il est donc question de financer ces achats ou ces rénovations. Et c'est là où on va se tourner vers Retraite Populaire avec Sandrine Duvoisin qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Avant toute chose, comme avant Vincent Reitner tout à l'heure, je vous propose un autre petit sondage pour tester un peu vos connaissances sur les hypothèques notamment. Je vais publier le sondage maintenant. Vous devriez le voir s'afficher. Combien faut-il de fonds propres au minimum pour financer son bien immobilier? Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%? Pour le moment, on a une très nette majorité de 20%. Donc, je laisserai à Sandrine Duvoisin le soin soit d'être rassurée par cette proportion, soit de s'inquiéter si c'est la mauvaise réponse. En tout cas, c'est assez net. Le 20% l'emporte très largement parmi les réponses des sondés. Sandrine Devoisin, voilà, c'est au tour de Retraite Populaire de nous parler de finances. Merci Martin et merci Vincent déjà pour cette présentation par rapport à toute la partie de rénovation énergétique. Moi, j'ai le plaisir de pouvoir vous parler de comment financer son projet d'achat ou des rénovations. Donc, tout d'abord, en quelques mots, qui est Retraite Populaire? On est une institution de droit public sans but lucratif. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 30 milliards actifs sous gestion. On loue pour des appartements à la population vaudoise à peu près 14 000 appartements aujourd'hui. On a 207 000 affiliés auprès de Retraite Populaire. On compte 337 collaborateurs, ce qui fait en temps plein à peu près 303 collaborateurs. Vous constaterez qu'on est une entreprise qui vraiment mettons en point particulier sur les jeunes, puisqu'on a à peu près 10 à 15% de notre personnel qui représente toute la partie des apprentis ou des maturants. Et nous avons également actuellement 8 mandats sous gestion, dont notre principal mandat est la CPEV, qui est la Caisse de pension de l'État de Vaud. Je vais également reprendre un petit peu quelques chiffres et puis l'évolution qu'il y a eu ces dernières années par rapport au prix de l'immobilier, en particulier de la Suisse romande. On voit que la demande aujourd'hui, elle reste toujours soutenue au niveau des propriétés immobilières, même si on a pu constater ces derniers temps sur le marché qu'il y avait un tout petit peu plus d'objets. Par contre, le marché immobilier reste tendu. Pourquoi? On a eu cette hausse des taux d'intérêt subite il y a quelques mois en arrière au niveau des prêts hypothécaires. On a également toujours ces incertitudes conjoncturelles qui sont liées, une partie à la guerre en Ukraine et toutes ces hausses de prix dues à l'énergie, mais où Vincent en a parlé auparavant. Et par contre, on parle de cette inflation en Suisse. J'aimerais juste rappeler que l'immobilier reste quand même un bon véhicule de placement pour, en fait, mais évoluer. Le prix va évoluer dans le sens de l'inflation. Donc, ça reste un excellent véhicule de placement en ce moment. Si on regarde un petit peu toute la partie des experts au niveau de l'immobilier, on voit que les prix vont continuer à stagner, voire monter. Pourquoi? Aussi parce qu'aujourd'hui, l'offre, elle est minime sur le marché. On a énormément d'immigration qui arrive de toute cette main-d'œuvre étrangère qui viennent en Suisse pour certains travaux. Donc, beaucoup d'immigration. Et également, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un taux de vacants historiquement très, très bas, dont Genève et Vaud.
vaut, juste pour vous donner quelques chiffres, on est à moins de 1%, on est exactement à 0,49% de taux de vacants actuellement, donc ce qui est extrêmement bas et ce qui va en fait permettre de garder cet immobilier à ce prix-là, voire à augmenter un petit peu. Si je prends maintenant, on va dire le basique, mais je suis rassurée par rapport à ce que Martin dit. Beaucoup de gens aujourd'hui savent que sur un bien immobilier d'un million, 20% de fonds propres seront nécessaires, donc 200 000 francs. Ces 200 000 francs doivent provenir, et ça c'est important, minimum de 10% sous forme d'épargne. Votre épargne, ça peut être des avoirs bancaires que vous avez, sous des comptes épargne ou des comptes privés. Ça peut être des dossiers de titres, des placements que vous avez. Ça peut être tous vos avoirs de troisième pilier qu'on appelle liés, qui sont soit sous forme bancaire, soit sous forme d'assurance vie. Et ça peut être également toute la partie des donations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des prix immobiliers aussi élevés qu'on a actuellement, très souvent, les personnes, je prends un exemple, quelqu'un de 30 ans, va avoir une donation de ses parents pour pouvoir acquérir son bien immobilier. Et vous aurez sur ces 1 million 800 000 francs de ce qu'on appelle en financement par un établissement bancaire ou d'assurance et qu'on appelle l'hypothèque. Par contre, comment augmenter son prêt hypothécaire? Et ça, c'est là où ça devient important par rapport à ce qu'on vient de discuter. Alors, on pourrait l'augmenter pour différentes raisons. Premièrement, c'est ce qu'on vient de voir avec Vincent, c'est pour rénover son logement puis répondre à toutes ces normes énergétiques. Donc, d'une part, on va économiser sur la part de ses charges. Deuxièmement, on va être dans un souci, on va dire, de conservation ou de durabilité par rapport à la planète. Et puis en plus, il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas encore abordé jusqu'à maintenant, certaines rénovations, dont la plupart sont fiscalement déductibles. Donc ça peut être aussi intéressant d'un point de vue financier. Vous pouvez également augmenter votre hypothèque pour générer un revenu complémentaire pour une retraite plus importante. Et aussi, ce qu'on peut voir actuellement, on a toute une grosse partie des baby movers qui vont arriver à la retraite. Ces gens-là, aujourd'hui, sont attachés à leur bien immobilier. Par contre, à un certain moment, il y aura besoin de quelques adaptations de leur logement. Je prends l'exemple, la baignoire qu'on doit enlever pour mettre une douche italienne, pour que ce soit plus facile d'accès. Tout ceci, en fait, peut se faire par l'augmentation de votre prêt hypothécaire. Je vais vous prendre après un exemple concret. Comment vous devez procéder si vous aimeriez faire une rénovation dans votre maison? Tout d'abord, on l'a vu, il faut estimer vos coûts. Il faudra contrôler, comme l'a dit Vincent, que vous avez certaines subventions avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, il faudra calculer par rapport à votre situation financière si vous avez la capacité financière d'augmenter ce prêt. On le verra dans la slide suivante avec un exemple concret. Demandez une offre de prêt soit auprès de votre établissement ou dans notre établissement. Et ensuite, vous devrez planifier et exécuter les travaux que vous avez prévus. Si je prends maintenant un exemple, vous avez, je reprends mes fameux 1 million de maisons. Vous avez une hypothèque actuelle de 400 000 francs. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Alors, c'est vraiment pour quelqu'un qui aurait acheté son bien immobilier il y a 20 ans. Comme on l'a vu dans la première slide, la valeur de l'immobilier a fortement augmenté ces 20 dernières années. Si je prends sur 20 ans, on a augmenté de plus de 85% sur la valeur de votre bien. Donc, ça veut dire qu'en guillemets, vous avez soit amorti votre bien, vous avez fait une plus-value importante. Dans mon cas de figure, vous avez 600 000 francs à disposition, mais vous vous dites, moi, j'ai besoin de 200 000 francs parce que j'ai des travaux importants. C'est déjà des travaux assez importants, hein. C'est les panneaux photovoltaïques, c'est la pompe à chaleur, c'est peut-être une adaptation de votre bien, c'est aussi une création de liquidité pour une meilleure retraite. Dans le cas, aujourd'hui, avec 400 000 francs d'hypothèque, il vous faudrait des revenus ensemble du couple de 75 000 francs minimum. Avec une augmentation de 200 000 de votre hypothèque, vous devriez avoir des revenus de votre couple d'environ 100 000 francs.
Et ça, il faudra vraiment aller voir votre établissement financier actuel pour connaître les possibilités que vous avez d'augmentation de votre prêt. Qu'est-ce que Retraite Populaire, en fait, peut vous offrir en termes de taux hypothécaires? Donc, on a une palette aujourd'hui de taux fixes de 1 à 10 ans que vous retrouvez sur notre site internet. Et on a également toute une partie de taux variables pour justement ces augmentations qui peuvent aller à partir de 30 000 francs, voire 200, 250 000 francs selon votre situation. On est basé sur la mutualité et ce qu'on appelle en taux différencié. Ce taux différencié, en fait, va dépendre de la qualité de votre objet, également de votre capacité au niveau financier. Par contre, on reste mutuel, on n'a pas, je dirais, en taux, en guillemets, à la tête du client, mais vraiment sur ce principe de mutualité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir à notre clientèle où on peut se démarquer de certains de nos concurrents? C'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun frais de dossier. Ce qui est très intéressant, on peut fixer votre taux une année à l'avance et ceci sans majorer votre taux. Dans l'exemple, aujourd'hui, vous êtes client auprès d'un établissement bancaire, votre taux arrive à échéance dans 6 mois, vous pouvez déjà venir nous rendre visite et on pourra vous donner un taux de ce jour sans payer une majoration. Et ça, c'est vraiment important aussi dans votre planification de vos dépenses et de votre budget. Un autre avantage qui est très important, c'est que si vous vendez votre bien, qu'il soit en résidence principale ou secondaire, ça c'est important, vous n'aurez aucune pénalité. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans sa vie. Tout d'un coup, on doit vendre parce qu'on doit peut-être partir dans un établissement financier, un établissement médico-social ou bien même peut-être à l'étranger avec d'autres projets. Il n'y aura aucune pénalité si vous avez choisi un taux fixe. Vous avez la possibilité d'un financement jusqu'à 90%. Les 10% seraient en fait de mettre en garantie votre caisse de pension. Puis à ce moment-là, on peut augmenter la part de financement. Et puis pour toute la partie rénovation énergétique, ben effectivement, on aimerait accompagner les personnes ou nos clients qui sont intéressés à faire ce genre d'opération et on va être plus simple au niveau du calcul de la capacité financière ainsi que les documents demandés pour faire l'étude du cas. Là, j'ai mis, alors ça reprend un petit peu la même chose que dans les slides précédents. Au niveau des retraités, nous avons une petite différence, c'est que le calcul de la capacité financière, on augmentera jusqu'à 40%, alors que pour un client standard, aujourd'hui, on est en 33%. Par contre, on veut justement être proche de nos clients, de cette clientèle aujourd'hui qui a en fait une possibilité de pouvoir augmenter ce prêt et faire de la rénovation énergétique sur des bâtiments qui ont déjà quelques années et on devient plus souple par rapport à ces octrois de prêt. Voilà, moi j'en ai fini en termes de présentation par rapport à comment financer son objet et comment pouvoir obtenir un prêt en cas de rénovation. Tous nos conseillers et nos conseillères sont à votre disposition sous le QR code ici, ainsi que le numéro de téléphone de notre centrale. Je vous remercie déjà de votre participation et de votre attention. Merci pour cette présentation. On a tous repéré un magnifique dinosaure sur votre QR code. C'est toujours très appréciable. On va en passer maintenant aux questions. Il y en a plusieurs qui sont intervenus pendant qu'on présentait. Je vous rappelle que vous pouvez voter. Il y a un petit plus, quelque chose comme ça que vous pouvez mettre dans l'onglet questions. Il y a une première question qui a reçu 4 votes, donc on va commencer par celle-ci. Elle va concerner Vincent Rittner. Je propose de la mettre en avant pour dire qu'on y répond. Comment calculer le prix de consommation électrique d'une pompe à chaleur et mettre cela en rapport avec le coût de l'électricité? Voilà, bon. Donc, il va falloir déjà savoir quelle pompe à chaleur on va mettre. Donc, selon l'efficacité énergétique de votre maison et la taille de votre logement, donc et en plus où vous habitez, donc c'est les trois composants. Il y a des régions qui sont plus froides que d'autres. Il y a des maisons plus grandes que d'autres, donc il faut plus chauffer. Et puis, si l'enveloppe elle est
mauvaise, on va perdre beaucoup de chaleur, donc il va falloir aussi plus chauffer. Donc ça, c'est les 3 critères qui vont déjà déterminer combien est-ce qu'on a besoin de puissance de chauffage par année ou d'énergie thermique par année. Et disons que si on a besoin de 20 000 kWh de chauffage par année, c'est la même chose que ce soit à mazout, à pompe à chaleur, peu importe, hein, ça c'est le besoin de chauffage que la maison aura, c'est l'énergie de chauffage qu'elle utilisera. Et donc après, une pompe à chaleur, c'est là où son efficacité arrive. On dit qu'elle a des coefficients de performance de 3 à 4, donc on peut diviser ces 20 000 kWh par le coefficient de performance. Donc typiquement sur une géothermie, on est souvent à 4. Donc si on a 20 000 kWh d'énergie chauffage par année, une pompe à chaleur géothermie, on divise par 4, elle consommera 5 000 kWh d'électricité par année pour faire ce chauffage. Et puis pour avoir le coût, on multiplie ces 5 000 kWh d'électricité par le tarif électrique. Donc typiquement en 2023, si on est sur une base estimative, on est environ à 30 centimes et ça fera 5 000 kWh fois 30 centimes. On est à 1 500 francs d'électricité par année. Ça a le mérite d'être précis dans ce cas-là. Merci. On parle finance et qu'on parle aussi retour sur investissement, il y a une deuxième question qui concerne aussi les pompes à chaleur. Le payback d'une pompe à chaleur est très élevé. Dans le cas de notre PPE, je l'estime à 10 ans ou plus, nous dit Guido. Pourquoi l'État ou le canton ne donne pas des subventions plus généreuses? Sinon, il est difficile pour des privés de faire des investissements aussi importants. Alors, il est vrai que c'est considérable l'investissement initial d'une pompe à chaleur par rapport à renouveler simplement sa chaudière à mazout ou à gaz. Donc, on a un facteur de 2 à 3. En général, on paye 2 fois ou 3 fois plus pour passer à la pompe à chaleur. Par contre, on est en général nettement moins, le coût annuel ensuite est inférieur. Donc, c'est ça qui va dire le payback, le temps de remboursement de l'investissement, ce qu'on gagne chaque année par rapport à ce qu'on avait avant en fonction de l'investissement. Donc, pour moi, 10 ans, je trouve que c'est raisonnable quand on sait qu'un chauffage a une durée de vie de 20 ans. C'est à peu près la moitié de la durée de vie. Quand on sait qu'une maison, en général, on n'a pas besoin de faire une grosse rénovation seulement tous les 30, 40 ans, voire même plus. C'est un peu cette perspective qu'il faut prendre, sachant aussi qu'une pompe à chaleur va mieux valoriser le bâtiment. Donc là, je pense que, je ne sais pas si Sandrine voulait dire quelque chose là-dessus, mais c'est peut-être un point intéressant à ce niveau-là, la lettre énergétique que le bâtiment prend. Voilà. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que, alors je comprends que c'est un certain investissement, et c'est là que c'est important d'aller voir votre établissement financier pour voir si on peut dégager et augmenter l'hypothèque. Parce qu'il faut voir, quand vous avez acheté votre maison, même il y a 10 ans, elle a déjà pris 50% de valeur. Donc, ça veut dire que par rapport à la valeur d'aujourd'hui, il y aurait déjà des possibilités de pouvoir dégager une certaine liquidité pour faire ces travaux de rénovation. Et puis de l'autre côté, ces travaux que vous allez faire, ça va également donner de la valeur à votre maison. Donc ça va être pris en compte dans le calcul. Le plus important, ce sera vos revenus, justement, pour voir si les revenus que vous avez dans la famille sont OK par rapport à cette fameuse capacité financière. Voilà. Mais par contre, il y a énormément de gens aujourd'hui qui demandent des augmentations d'hypothèque pour rénover leurs biens. Même pour quelqu'un qui a un bien d'il y a 10 ans, 5 ans en arrière. Les possibilités sont là. Je me permets juste de prolonger un peu cette question. Donc, par rapport au taux d'endettement, on est toujours sur ce fameux taux de 33% maximum, même dans le cadre de ces rénovations, ou est-ce que c'est un taux qu'on calcule différemment? Non, alors 33% pour une personne qui ne serait pas à la retraite. Par contre, pour les retraités ou pré-retraités, aujourd'hui, nous sommes à 40%. Après, chaque établissement financier a ses propres règles par rapport à ça. Très bien. J'essayais de terminer cette question. Voilà, c'est bon. Je vois qu'il y a Vincent qui doit être en train de faire quelque chose en même temps que moi sur la plateforme. On va y arriver. Une autre question de Philippe qui nous demande aussi justement des choses autour de ces réseaux. Peut-on utiliser le même réseau hydraulique avec des radiateurs existants lorsqu'on installe une pompe à chaleur à la place d'une chaudière à mazout? Ou est-ce que c'est là aussi pas simplement la source, mais tout le réseau qui doit être modifié? Non, alors c'est le grand avantage des chaudières à mazout, à gaz, ou certains chauffages électriques ont un réseau électrique, malheureusement pas beaucoup. C'est que s'il y a un réseau électrique, on peut l'utiliser.
Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même vérifier son état. On parle des fois de purge, donc c'est-à-dire qu'on va remplacer l'eau qui est à l'intérieur parce qu'avec le temps, elle porte moins bien l'énergie, il y a de la saleté, donc il y a peut-être des frais pour faire cette purge. Et puis, si c'est des très vieux radiateurs, respectivement, s'ils sont très petits, on doit peut-être réfléchir à ce niveau-là. Mais typiquement, une maison des années 80 qui a eu une chaudière à mazout et qui aujourd'hui est passée à de la pompe à chaleur, on n'a pas besoin de remplacer les radiateurs, on peut les garder. Le défi, il est plutôt pour les chauffages électriques, qui souvent, eux, ont des radiateurs électriques à convection, donc pas de réseau hydraulique. Donc là, eux devront faire un investissement supplémentaire pour mettre ce réseau hydraulique. Le canton subventionne ça aussi à hauteur de 10 000 francs. Donc il y a là aussi des subventions supplémentaires. Et puis, c'est quelque chose à considérer en plus. Voilà. Je profite de prolonger la question de Philippe. Il avait une deuxième question. Quelles sont les limites géographiques à l'installation d'une pompe à chaleur géothermique? Là aussi, ça va intéresser pas mal de monde, notamment en montagne, au bord du lac. Est-ce que ça se passe pareil en ville, pas en ville? Enfin, voilà. Alors, en général, on dit qu'en dessus de 1000-1200 mètres, il faut commencer à réfléchir. Moi, je dirais 1200 mètres, et puis après, en dessus, il faut peut-être réfléchir à d'autres choses. Après, il y a besoin quand même d'un certain espace. Pour la RO, où on aura un compresseur à l'extérieur, il y a un certain éloignement par rapport au bâtiment voisin. Donc, ça, c'est en général à partir de 6 mètres, ça peut aller jusqu'à 10 mètres de distance jusqu'aux fenêtres en général les plus proches voisines. C'est pas de votre propre bâtiment parce que le bruit va vers l'avant, donc le bruit ne vient jamais vers vous, mais ça émet un petit peu le bruit, même si c'est pas très élevé. Là, il y a des normes pour protéger le voisinage. Et puis, par rapport à une installation géothermique, on va faire un sondage, mettre des sondes, faire un forage dans le terrain. Là, il faut aussi pouvoir avoir de l'espace pour venir avec une machine assez conséquente. Donc, il faut du terrain autour de la maison. On ne peut pas le faire en centre-ville. Et il faudra aussi un certain espace par rapport aux autres maisons. Et puis, le centre-ville, les bâtiments urbains, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que typiquement Romand Énergie, nous on soutient énormément les réseaux de chauffage à distance parce que je pense que là, ça devient difficile des fois de mettre des pompes à chaleur dans des bâtiments contigus dans des rues. Et là, les réseaux de chaleur ont tout leur rôle à jouer et c'est vraiment chaque commune qui s'engage de plus en plus aussi à ce niveau-là. En prolongeant la question un petit peu, est-ce qu'un forage, un sondage est possible sur tout type de terrain? Ou est-ce qu'il y a des terrains qui sont plus compliqués que d'autres? Et puis surtout, pour quelles raisons 1200 mètres, cette limite? J'imagine que ce n'est pas une décision arbitraire. On n'a pas envie de monter plus haut. Il y a une vraie raison derrière. En général, en plus haute altitude, on n'arrive plus à faire de forage. C'est plus des limites d'accès. Et puis, à un moment donné, avec les températures aussi, elles deviennent, si on est sur de la RO, les températures deviennent trop faibles. Voilà, c'est aussi à ce niveau-là où les températures hivernales deviennent trop basses. On n'arrive plus à assurer le bon rendement. En général, qu'à moins 10 degrés, moins 5, moins 10 degrés, il n'y a aucun problème. Et quand on a des températures qui sont plus basses, non plus efficaces. Et puis, par rapport aux autres limites géographiques pour la géothermie, il y a des zones où il y a des nappes phréatiques, où il y a des zones sensibles, où là, on peut aussi avoir des limitations. Le canton a un très bon portail cartographique qui mentionne très bien où sont les endroits où on peut aller faire des forages géothermiques et où c'est limité. Et ça, donc, c'est en général une des premières actions qu'on fait quand on discute un projet pour voir ce qui est faisable, ce qui est possible dans la région du bâtiment. Merci pour ces précisions. On a peut-être le temps pour une dernière question qui concerne, je regarde s'il en est arrivé d'autres entre-temps, mais je ne crois pas que j'en ai vu tellement d'autres. On a la dernière question d'Alberto qui va concerner directement notamment Romand Énergie autour de la capacité à délivrer des projets photovoltaïques pour le moment en raison de délais de livraison, de matériel, de prestations. On sait que la période est compliquée dans le bâtiment d'une manière générale. Est-ce que Romand Énergie est impacté? Est-ce qu'on doit s'armer de patience? Est-ce que tout est normal? On en est où? Alors peut-être une petite statistique sur 2022, il y a eu 2 fois plus d'installations photovoltaïques en 2022 qu'en 2021, donc le marché a doublé.
Les distributeurs nous disent qu'ils ont eu des demandes pour 3 fois plus de matériel et qu'ils n'ont pas réussi à faire plus que 2 fois plus. Donc voilà, c'est un peu la demande qu'il y a eu en 2022. En 2023, ça ne s'est pas encore, voilà, ça ne s'est pas relâché. Donc on continue à être sur quelque chose de très tendu. Romand d'énergie aussi, on a suivi ce doublement de capacité. On n'a pas réussi non plus à faire plus. Et c'est vrai qu'on a frustré, je sais, certains clients qui voulaient absolument avoir une installation photovoltaïque et qui n'arrivaient plus à avoir de rendez-vous. On est toujours dans une phase où on limite les possibilités de rendez-vous et on est un peu malheureusement obligé d'afficher des fois complets parce que si on prend plus, les délais s'allongeaient, les files d'attente s'allongeaient, on n'était plus capable de faire un service correct. Donc aujourd'hui, le premier pas, c'est de réussir à obtenir un rendez-vous avec un commercial. Et là, on est quand même un peu encore dans une politique du premier venu, premier servi. Et au bout d'un moment, il faut attendre 1 ou 2 semaines si on n'arrive pas à avoir de créneau. Et puis, une fois qu'on a pu avoir une offre et qu'on s'est décidé, on doit à peu près attendre 8 à 9 mois pour avoir une installation parce que voilà, c'est nos capacités de réalisation derrière qui ne permettent pas de faire plus. C'est un vrai défi. On voit aujourd'hui pas assez de main-d'œuvre de manière générale pour réaliser tous ces projets d'assainissement. Et donc, on investit aussi dans la formation. Il y a toutes les associations fêtières aussi qui font de gros efforts à ce niveau-là. On espère que dans le courant de l'année 2023-2024, on arrivera à relâcher un peu cette pression sur la chaîne. En attendant, ça laisse le temps de consulter les sites pour les subventions, de réaliser les dossiers en amont et d'aller voir Sandrine Duvoisin pour refaire refinancer son hypothèque. C'est finalement un peu comme ça qu'on peut le prendre, en tout cas sur les 15 jours. 8 à 9 mois, c'est peut-être un peu long pour faire ça, mais en tout cas sur les 15 jours, ça laisse ce temps-là. Je ne vois pas d'autres questions, si ce n'est des questions techniques autour du son ou quelques reprises sur le fait qu'on peut installer des panneaux photovoltaïques et thermiques. Effectivement, sauf erreur, j'en ai pas vu d'autres passer, donc on va dire que voilà, on a fait sans doute le tour de ce qui avait été à dire aujourd'hui. J'en profite pour tous et toutes vous remercier, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont envoyé leurs questions, et puis vous deux aussi pour votre participation et vos présentations en tant qu'experts. Je vous rappelle que ce webinaire était enregistré, qu'il est mis à disposition dès maintenant, dès qu'on aura raccroché, entre guillemets. Il va être mis à disposition sur cette même adresse là où vous êtes. Vous le recevrez aussi par email. Et puis, il sera bien sûr sur nos réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Retraite Populaire dès la fin de semaine, début de semaine prochaine. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. De notre côté, Romand d'énergie, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. On n'a pas encore la date, on n'a pas encore le sujet. On est en train de concocter tout ça. Mais vous serez de toute façon tenus au courant. La meilleure façon, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux et notamment LinkedIn pour être sûr de ne rater aucun de nos webinaires qui concernent le monde de l'énergie au sens très large à chaque fois. Dans tous les cas, je vous souhaite et on vous souhaite, j'imagine, une excellente soirée. Et à bientôt pour les nouveaux webinaires Romand d'énergie et puis Retraite Populaire également qui vous attend pour parler d'hypothèque. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.